France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Dans le souffle des révolutions, France-États-Unis, quasi-guerre et vraie tension. C'est une histoire d'alliance qui conduit à l'indépendance. C'est aussi une histoire de neutralité face au chaos de la Révolution. Et puis, si ce n'est pas vraiment la guerre, c'est une quasi-guerre entre la France et les États-Unis. Oui, alors que la France est en révolution, pour les États-Unis d'Amérique, toute jeune nation, de quel côté regarder ? Vers la France ou la Grande-Bretagne, France-États-Unis, je t'aime, moi non plus, et pourtant... De toutes les puissances neutres et amies, il n'en est aucune de qui la France fût en droit d'attendre plus d'intérêt et de secours que les États-Unis. Elle est leur véritable mère patrie, puisqu'elle a assuré leur liberté et leur indépendance. En fils reconnaissant, loin de l'abandonner, il devrait s'armer pour sa défense. Raphaël Laloum qui nous lisait dans le cours de l'histoire un extrait du Moniteur universel du 25 janvier 1797. Pour commencer cette émission, Nathan Perle-Rosenthal, bonjour. Bonjour, ça va. Vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Californie du Sud. Ce serait bien d'avoir votre commentaire sur ce texte de janvier 1797 qui rappelle combien, s'il y a bien une nation qui doit être alliée à la France, ce sont les États-Unis. Oui, c'est ça. Mais en fait, ils n'ont pas tort. Hein. Enfin, en fait, sans l'aide de la France, les États-Unis seraient toujours province de la Grande-Bretagne. Alors, c'est vrai, sur le fond, qu'il s'agit justement d'une sorte d'endettement. Et les Américains, à cette époque-là, au 18e, ils savent bien qu'ils sont endettés, non seulement financièrement, mais aussi moralement envers la France. C'est très important de revenir en arrière pour comprendre cette quasi-guerre. Quasi-guerre que nous ne connaissons pas en France. Nathan Perle-Rosenthal, il y a vos travaux en anglais pour le moment, bientôt publiés en français, sur ce temps particulier. Nous sommes à la toute fin du XVIIIe siècle, c'est la France de la Révolution française. Et les États-Unis et la France sont à deux doigts de la guerre, ou peut-être même en guerre. C'est connu aux États-Unis, cet épisode-là ? Oui, plus ou moins, parce que là, il y a, comme ça fait partie des éléments de la politique américaine au tout début de la nationalité américaine, donc à ce moment-là, tout est assez relevé, tandis qu'ici, c'est un peu noyé sous l'histoire de la Révolution française, l'histoire de l'Empire. Mais aux États-Unis, c'est quand même un peu plus connu qu'ici, mais c'est pas... Si on arrête des gens dans la rue, ils vont pas dire ah oui, la quasi-guerre, je vais vous expliquer ça. Voilà. Mais bon, c'est vrai que la période qui nous intéresse, c'est 1796-1800, c'est-à-dire que pour nous, ça correspond plutôt à la campagne d'Italie de Napoléon Bonaparte, la campagne d'Égypte de Bonaparte, et on oublie un peu qu'il se passe des choses sur les mers. Mais comme on le disait, faut revenir en arrière pour comprendre déjà cette amitié entre la France et les États-Unis, avant même que les États-Unis existent en tant que nation. Comment s'est construite cette alliance entre les insurgés des États-Unis et le Royaume de France ? Nous sommes avant la Révolution. Absolument. Mais c'est la question un peu fondamentale pour comprendre cette période de la toute fin du 18e. Alors là, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que le rapport de force qu'on imagine aujourd'hui est totalement inversé. Les États-Unis, le futur États-Unis, c'est un tout petit pays, même pas un pays, des colonies en Amérique du Nord. C'est en gros, au moment de l'indépendance américaine, c'est de 3 millions d'habitants, tandis que la France, c'est presque 30 millions. Alors c'est 10 fois plus grand que les États-Unis, et ce n'est pas parler des colonies françaises. La France est une des superpuissances du 18e. Alors, pour revenir avant la Révolution américaine, donc avant 1776, à ce moment-là, les Américains sont plutôt des super patriotes britanniques. Il faut bien le retenir. Ils étaient vraiment des gens après la guerre de 7 ans, donc le grand affrontement entre les empires britanniques et français du milieu du 18e, que la Grande-Bretagne gagne. Les Américains, en tant que bon sujet du roi George III, sont des super patriotes britanniques. Et c'est à cause de ça qu'ils commencent à se brouiller avec avec leur maître, avec le roi, avec le Parlement d'Angleterre, parce que là, le Parlement ne leur traite pas de bons patriotes comme il le ressent.
Et donc, il y a la crise pendant 10 ans entre les colons américains et le gouvernement britannique qui amène en 1776 à l'indépendance américaine. Et à ce moment-là, la France, qui est toujours l'autre superpuissance avec la Grande-Bretagne, dit « Tiens, c'est intéressant quand même qu'il y ait une sorte de rupture au sein de l'Empire britannique. On peut en profiter. Et on a aussi intérêt à faire ça, parce que là, déjà, même avant la Révolution américaine, il y a des liens assez forts de commerce entre les États, surtout les États de Nord, les États de l'Est, comme ils disaient à l'époque, enfin de Massachusetts et autres, avec les colonies françaises. Donc là, il y a une sorte de relation triangulaire entre la France métropolitaine, les colonies françaises aux Caraïbes, qui sont très 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 importants, dont Saint-Domingue, qui est la colonie la plus importante de l'époque, très très riche, mais qui vend une bonne partie de ses produits en Amérique du Nord en cachette, avant l'indépendance américaine. Donc là, au moment de l'indépendance américaine, il y a intérêt de tous les côtés de faire alliance, mais c'est quand même difficile, parce que là, les Américains, ils étaient nourris si je peux ainsi dire, de haine pour la France. Il y a une vraie méfiance envers la France. Et donc là, ça fait partie de l'arrière-plan de cette quasi-guerre de l'époque de la Révolution française, parce que là, ils partent en alliance en 1778, mais c'est sur fond de commerce soutenu, mais d'une sorte de méfiance politique aussi très très enraciné. Et donc là, il y a toujours un peu les deux côtés. Quand on pense aux relations franco-américaines à cette époque-là, il y a d'un côté une dépendance, enfin mutuelle, confluence d'intérêts, mais il y a aussi une méfiance, presque la peur d'une qu'on soit pas fidèle, qu'on va revenir sur l'infidélité d'avant. Ah oui, c'est une histoire de déception. On l'entend, mais tout de suite, vous nous le dites, il y a la déception de ces Britanniques d'Amérique par rapport à la mère patrie, à la couronne, à la Grande-Bretagne. Première déception. Et puis, cette déception, elle est compensée par le soutien français à l'indépendance. Mais c'est formidable, mais les Français, en fait... Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont partis aider ces insurgés américains, pas tellement pour les aider en soi, mais plutôt pour embêter les Britanniques ? Ah mais ça c'est clair. C'est ça. C'est pas. On peut traduire la géopolitique d'aujourd'hui à cette époque-là. C'est pas totalement faux. Les États-Unis n'aident pas, qui est la superpuissance mondiale à ce moment, n'aident pas les autres pays par charité. C'est par intérêt et ça peut aussi avoir des éléments de grandeur intellectuelle, mais sous le fond, ces questions-là, c'est surtout une question d'intérêt, c'est sûr. Et pour la France, donner beaucoup d'argent aux États-Unis, apporter l'aide de la flotte, même de l'armée, là, ça tient un intérêt pour ce qui se passe aux États-Unis. Mais en même temps, c'est par intérêt, parce que ça va vraiment épater les Britanniques. Et c'est un peu le but, pluriséculaire de l'État français. Ah bah oui, non mais c'est vrai que notre ennemi sur le temps long, c'est toujours la Grande-Bretagne. On le sait bien, que ce soit la première guerre de 100 ans ou la seconde guerre de 100 ans au XVIIIe siècle, avec dans cette guerre d'indépendance un personnage, un Français, toujours aussi important aujourd'hui. On le sait bien dans la relation que nous avons avec les États-Unis. Lafayette. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, on ne peut évoquer cette période, ni ce grand nom, sans y trouver les prémices de cette amitié franco-américaine née dans l'amour de la liberté. Partie de la rue Saint-Honoré, épanouie au feu de Yorktown, renouvelée sur les champs de bataille des deux dernières guerres, cette amitié est actuellement scellée par l'entente profonde qui unit nos deux grandes républiques. Le président Monroe, lors d'un banquet le 1er janvier 1825, s'adressant à Lafayette, lui déclarait qu'il était l'apôtre de la liberté. Soyons reconnaissants à Lafayette d'avoir été le premier pionnier de l'amitié franco-américaine, et dans cet hôtel qui fut le sien, que monte vers lui l'hommage de notre reconnaissance et la ferveur de nos espoirs. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, c'est au maintien et au développement de l'amitié franco-américaine que je bois en levant mon verre à la mémoire de Lafayette.
Nous étions en 1950, commémoration de Lafayette, portée par le président du Comité français du souvenir de Lafayette, Henri Kahn, qui ne rigole pas quand il évoque ici ce personnage de Lafayette, avec Nathan Perle-Rosenthal, un changement dans le régime politique français, 1789. Le roi est toujours présent, Louis XVI est toujours présent, très vite monarque constitutionnel, mais le régime qui avait soutenu la guerre d'indépendance aux États-Unis, c'est la monarchie d'Ancien Régime. Qu'est-ce qui se passe du côté des États-Unis ? Cette proximité avec la France se transforme-t-elle à partir du moment où éclate la Révolution ? Mais justement, je crois qu'il est très bien d'évoquer Lafayette, parce que là, Lafayette représente un troisième courant de relations franco-américaines. On a parlé des relations militaires, enfin d'intérêt géostratégique. On a parlé des relations commerciales. Et là, Lafayette représente plutôt, enfin, il représente aussi des relations militaires, mais il représente un lien de relations politiques, enfin idéologiques. Parce que là, Lafayette s'en mêle avec la Révolution américaine par intérêt aussi, parce que lui, il veut combattre. Mais il est aussi amateur de la politique américaine. Il est ensorcelé, disons, par l'idée de l'Amérique, de la jeune République. Et donc, c'est vrai qu'au moment de la Révolution française, et surtout dans les 2-3 premières années, pour les États-Unis, ça représente une sorte d'alignement, de réalignement entre la France et les États-Unis sur le plan politique, enfin le plan idéologique. Parce qu'avant, il y avait quand même un écart. Même si on était reconnaissant, je parle des États-Unis, les Américains étaient reconnaissants envers la France pour ce soutien très important de l'indépendance américaine, il y avait quand même un écart gigantesque quant à la politique. Parce que là, la France est restée une monarchie d'Ancien Régime très hiérarchisée. Et donc on voit par exemple John Adams quand il vient ici en France, il est un peu froissé par le côté cérémonieux de la cour, tandis que Benjamin Franklin, il n'est pas trop froissé, mais lui, il sait s'adapter à tout. Mais c'est un homme exceptionnel. Donc, au moment de la Révolution française, il y a une sorte de réalignement entre les Américains regardent la Révolution française comme une chose, au début, très, très positive. Parce que là, ça représente une sorte de rayonnement, à leur avis, des idées politiques de la Révolution américaine, mais aussi une sorte de rapprochement potentiel entre eux et cette superpuissance. Donc c'est plutôt regardé de bon œil, je dirais. Surtout en 89, 90, 91. Après, on peut en parler, ça devient un peu plus compliqué. Ça plus divisé, disons. Ouais. Mais pendant ces premières années, c'est vraiment c'est très positif, je dirais. Et puis ça va tellement vite, cette histoire-là, parce que les années filent à une vitesse, on s'en rend même pas compte. 1776, le 4 juillet, c'est l'indépendance, la proclamation d'indépendance des États-Unis. 1783, ça y est, c'est la fin de la guerre grâce aux Français parce qu'on est venu aider les insurgés américains. Et puis 1789, c'est la Révolution. La Révolution ne met pas à bas tout ce qui a été signé auparavant. C'est le début de la Révolution. Il existe un traité d'amitié, parce que cette amitié dont nous parlons entre la France et les États-Unis, ça apparaît sur du papier. Il y a un traité d'amitié, un traité de commerce aussi, qui date de 1778. 78, c'est ça, les deux traités. Donc, ça fait de la France nos alliés les plus indéfectibles. Enfin, on n'a jamais rompu d'alliance avec la France. C'est le seul pays avec lequel les États-Unis est en alliance depuis le début. Il n'y avait jamais de rupture dans cette alliance. Et même si aux États-Unis, on a souvent l'impression qu'on est plus proche à l'Angleterre. Et non, il y avait la guerre de 1812. Donc la France, c'est vraiment l'alliance qui perdure, en fait. Avec une très belle alliance entre la France et les États-Unis. Dans cette lecture que l'on pourrait avoir depuis la France, les Français sont venus aider les insurgés américains au moment de la guerre d'indépendance. Au moment de la Révolution française, il y a une tension majeure, une guerre avec la Grande-Bretagne, et notamment sur les mers. Les Français pouvaient s'attendre à ce que les États-Unis viennent les aider. Est-ce que c'est quelque chose qui apparaît ici ? On voit bien que le temps de la Révolution passe, ces premières années, 1789, 90, 91, puis le déclenchement de la guerre, vraiment...
voit, c'est à partir de 92-93. Est-ce que là, il y a une attente que les États-Unis interviennent? Oui, justement, au moment de l'éclatement de la guerre, des guerres révolutionnaires qui vont durer pendant presque, enfin, les guerres de révolution et Napoléon vont durer presque plus que 20 ans. Il y a du côté des Français l'espoir, du côté du gouvernement français, l'espoir que les États-Unis va venir à l'aide de la France, mais pas de manière militaire, parce que là, il faut bien se rappeler qu'il n'y a pas vraiment de puissance guerrière du côté des États-Unis. Il n'y a pas de marine, il n'y a pas vraiment d'armée, donc on peut rien attendre d'eux de ce côté-là. Mais ce qu'on peut attendre d'eux, c'est les provisions. De la nourriture et des matières premières pour faire de la guerre, parce que là, les États-Unis, c'est un des premiers producteurs dites-le en anglais, mais j'arriverai pas à traduire. Non, justement, mais de matériel pour construire et aménager des bateaux. Donc là, surtout les États du Nord, mais dans les États du Sud, on produit énormément du riz, de farine, dans le Pennsylvanie par exemple. Et donc là, surtout pour les colonies, mais aussi pour la France métropolitaine, on aura besoin de l'aide, des États-Unis dans ce sens-là. Nathan Perlozenthal, vous avez bien insisté sur l'importance de ces colonies françaises dans les Caraïbes, parce que cette histoire-là s'écrit aussi à travers l'océan. Ce qui se passe en Europe, c'est une chose avec ces guerres, mais ça a un écho là aussi dans les Antilles, dans les Caraïbes, avec des échanges qui se poursuivent avec les États-Unis toujours. Absolument. Ça ne s'arrête jamais. Absolument, non. Et les colonies françaises qui ont déjà ce commerce avec les États-Unis, avec l'Amérique du Nord, qui date du milieu du 18e, ça devient de plus en plus important à la fin du 18e, parce que là, au moment de l'éclatement de la guerre, une des choses que les puissances européennes fait depuis 100 ans, c'est qu'ils essaient de couper les liens entre le métropole et les colonies. Et donc, au moment de la guerre. Et donc, les Britanniques essaient de couper justement la France de ses colonies. Pas avec un succès total dès le début. Mais là, les relations avec les États-Unis deviennent très importantes pour l'approvisionnement des colonies françaises, mais aussi pour le commerce, justement, de l'information, pour la traite des esclaves aussi, qui est aussi très importante dans les colonies françaises à cette époque-là. Après, il y a bien entendu le début de la révolte des esclaves, des personnes esclavisées à Saint-Domingue. Et donc à ce moment-là, la France a aussi besoin de l'aide des États-Unis, des gens de l'Amérique du Nord, parce que c'est pas vraiment une aide gouvernementale, mais l'aide des gens des États-Unis pour essayer de manager cette situation très volatile aux Antilles. Quel est le positionnement des États-Unis au moment où les Français, en pleine révolution et en guerre contre les Anglais, imaginent un soutien? C'est un refus? C'est une neutralité? Qu'est-ce que choisissent les États-Unis? Alors là, il y a un grand débat à partir du début de la guerre, en 93, 94. Et donc, il y a des gens qui disent justement qu'on va soutenir la France, on va préférer la France. Et il y a d'autres qui disent non, on va garder une neutralité mais totale, une sorte de neutralité neutre, vraiment neutre. Et donc c'est cette partie-là qui gagne, parce que là ils ont l'appui justement du Congrès et de George Washington, qui est le président à cette époque-là, poussé beaucoup par le bras droit de Washington, Hamilton, qui est très pro-anglais. Alors Washington déclare en 94 que les États-Unis va rester neutres dans cette guerre. Et donc il y a une bonne partie des Français qui prennent ça, des Français, disons dans le gouvernement français, qui prennent ça pour une sorte
d'insultes envers la France, parce qu'eux, ils veulent être les préférés, parce qu'ils pensent justement qu'ils ont beaucoup aidé les États-Unis pendant leur guerre, alors ils devraient avoir la même préférence. Et donc là, l'idée de garder une neutralité totale, de faire du commerce avec tout le monde sur les mêmes, sur une situation d'égalité, ça leur plaît pas du tout. Dans les coulisses de pouvoir, dans les couloirs de pouvoir à Versailles, à Paris, c'est pas du tout bien reçu. Oui, voilà, pas de neutralité parce qu'on voudrait un soutien des États-Unis. Et puis le temps passe, on l'a dit, 1783, c'est le traité de Paris qui met fin à cette guerre d'indépendance. Très bien. Ils sont ronchons, les Anglais, après cela. Mais voilà, on est en 1793, 10 ans ont passé, c'est beaucoup, 10 ans. Les relations entre les États-Unis et la Grande-Bretagne se sont un peu améliorées en 10 ans. Ben oui et non. Enfin, c'est assez compliqué parce que là, il y a toujours des affrontements, surtout autour de la question de la traite, le commerce des États-Unis avec l'Inde, par exemple, qui devient ouvert aux Américains au moment de l'indépendance américaine. Il y a des affrontements maritimes surtout après le début de la guerre. Donc là, il y a toujours des relations un peu tendues entre les États-Unis et la Grande-Bretagne au moment de l'éclatement de la guerre, au moment de cette déclaration de neutralité. Et ça tient aussi à ça que Washington se sente pas obligé, mais se sente poussé vers une neutralité parce qu'il pense, et probablement pas à tort, que les relations avec la Grande-Bretagne ne sont pas suffisamment remis en place pour supporter une préférence ouverte pour la France au sein de cette guerre. Avec ici des regards qui sont portés sur des aspects politiques, on l'entend bien, mais aussi des aspects économiques, et ça c'est très très important, pouvoir toujours commercer avec une sorte d'amitié signée par traité entre Londres et Washington. C'est pendant la Révolution française, nous sommes en 1794. Article 14. Il y aura réciproquement entre les États de Sa Majesté en Europe et les territoires des États-Unis une parfaite liberté de commerce et de navigation. Le peuple et les habitants des deux pays, respectivement, auront liberté d'arriver en sûreté et sans obstacle ou molestation avec leurs vaisseaux et cargaisons aux terres, pays, cités, ports, places et rivières des États et territoires susdits, d'y entrer, de s'y réfugier et d'y rester et résider sans limitation de temps. Aussi de louer et posséder des maisons et magasins pour leur commerce. Et généralement, les négociants et marchands de chaque côté jouiront dans leur commerce de la plus grande protection et d'une sûreté parfaite. Mais toujours sujet, quant à ce qui regarde cet article, aux lois et statuts des deux pays respectivement. Le traité de Londres, en tout cas un article lu par Raphaël Laloum dans le cours de l'histoire, un traité de 1794, le traité de Londres, le Jay Treaty, c'est le nom qu'on lui donne souvent aux États-Unis, c'est John Jay, c'est le président de la Cour suprême des États-Unis qui a signé ça. Ça y est, ça va mieux entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, l'affaire est réglée. Non, mais dans ce jeu d'alliance, ici on a parlé de la neutralité des États-Unis dans la période première de la Révolution française, à partir de 1794, avec un traité comme ça. C'est quoi ? C'est un engagement des États-Unis du côté de la Grande-Bretagne, ou c'est simplement juste un traité de commerce pour dire allez, ça va aller mieux et on va pouvoir continuer à commercer? Mais c'est très amusant en fait, parce que là je me suis trompé. Je pensais que c'était la lecture de la traité de l'Alliance avec la France, parce que le texte est presque le même. Donc là c'est une sorte de reprise des provisions du texte de la traité avec des États-Unis avec la France en 98, en 78, dans le texte de Jay. Alors là, je crois que c'est une sorte il s'agit justement d'une sorte d'égalisation des rapports avec l'Angleterre, mais du point de vue français, bien entendu. C'est une sorte d'échec de la politique pro-français aux États-Unis, parce que ça met à égalité la Grande-Bretagne avec la France dans ses rapports commerciaux et autres avec les États-Unis. Non, mais c'est vrai que à l'entendre, c'est vrai qu'il y a un vrai rapprochement qui se passe
au moment de la traité de Jay. Donc on est en 94-95. En fait, c'est ratifié par le Congrès, par le Sénat, mais à peine. Il faut bien retenir, c'était très controversé. Au moment où la traité revient, Jay revient avec la traité. Il y a beaucoup d'opposition à ça, et en fait, c'est à une vote seule que ça passe le Sénat pour être ratifié, parce que chaque traité, c'est négocié par l'exécutif, mais après c'est le Sénat qui le ratifie ou pas. Donc là, on voit à la fois le début, la reconstruction de cette relation anglo-américaine, mais aussi le fait que ce soit controversé, que ce soit pas très bien vu. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que bien souvent, quand nous regardons la signature d'un traité, nous imaginons que l'ensemble d'un pays, d'une nation, est favorable à cette décision, en oubliant tous les débats qui ont lieu avant, pendant et encore après. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a des divisions politiques pour dire il faut plutôt soutenir la France de la Révolution face à la Grande-Bretagne. Absolument, absolument. Et en fait, c'est le déclenchement, ce traité devient le déclenchement justement de la formation de ce qu'on appelle plus tard le parti républicain-démocrate. Ça veut dire le parti qui devient le vaisseau pour la présidence de Jefferson, de Madison, et qui devient après 1800 l'unique parti en fait aux États-Unis, parce que l'autre parti, les fédéralistes, sont totalement mis à l'écart. Donc là, à partir de ce traité, c'est à partir de moment de la signature et de la ratification de ce traité qu'on voit le développement très puissant déjà de ce parti qui est à la base, qui a un côté francophile, mais qui a un côté qui est opposé à la politique de Jay, de Hamilton et de Washington, et donc la traité de Jay, non seulement représente ou fait voir les divisions, mais ça aide à les creuser, à les approfondir au sein des États-Unis. Alexander Hamilton, qui fonde le parti fédéraliste aux États-Unis. Ce parti fédéraliste, nous sommes ici en train de réfléchir sur cette quasi-guerre entre la France et les États-Unis. C'est cette période 1796-1800. Et d'ailleurs, qui est le président aux États-Unis à ce moment-là? C'est John Adams. Eh bien, vous mettez Adams, Hamilton, vous mélangez, vous obtenez une comédie musicale Hamilton. Et c'est formidable, parce que ici nous avons l'histoire racontée. Nous étions en 2015 avec la création de cette comédie musicale de Lin-Manuel Miranda. Dans cette histoire-là, Nathan Perl-Rosenthal, vous avez ici tant et tant d'éléments qui nous intéressent, qui sont portés par des regards différents. Et on l'a bien dit, cette quasi-guerre des États-Unis et de la France à la fin du XVIIIe siècle est peu connue en France. Il y a peu de travaux. Il y a un ouvrage qui paraît d'Éric Schnackenburg chez Talandier, La quasi-guerre. Il y a vos travaux aussi. Comment vous en êtes arrivé à étudier cette quasi-guerre? Parce que il y a ici quelque chose d'obligatoirement maritime, vu que nous sommes sur une histoire avec la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Il faut prendre la mer à un moment. Ouais, absolument. Mais moi, pour moi, je m'intéresse depuis assez longtemps à l'histoire maritime, plutôt comme une manière de voir le développement de la politique, de la nationalité, par exemple. Mais aussi, je m'intéresse beaucoup depuis très longtemps aux relations franco-américaines. Alors, pour quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire maritime, l'histoire franco-américaine, fin 18e, on peut pas l'éviter, quoi. Et puis, il y a quelque chose qui est très concret aussi, et je trouve ça très pertinent, cette démarche-là, d'étudier dans la réalité du commerce, du moment, de la vie des marins. Ce que vous avez étudié, c'est citizen sailors, c'est citoyens marins, parce qu'au moment d'arraisonner un bateau pour le contrôler, pour savoir si c'est un ennemi ou pas, allez me différencier un gars des États-Unis d'Amérique ou un gars de Grande-Bretagne. C'est toute la question qui se pose ici. Ah oui, mais vous l'avez touché de doigt, pile, justement, le problème, toute l'étude de l'histoire maritime, pour moi, de cette époque-là, c'est une manière de voir concrétiser des relations internationales et des rapports entre États, dans un petit monde, qui est le bateau, qui est le bâtiment en mer, où on est loin
des frontières, loin de la sûreté de l'administration, et donc il faut trouver des moyens comme vous le dites, distinguer qui est qui, à qui on appartient, à qui les objets appartiennent, et donc il y a tout un jeu, toute une administration, toute une série de procédés qui sont mis en jeu pour voir comment on va marquer les choses, les personnes, les objets, comment on va voir la nationalité entre guillemets, l'appartenance à un État, là où on est en pleine mer, loin de la terre, loin des terrains, qui seraient facilement repérables comme appartenant à quelqu'un, un État, un roi, etc. Donc absolument. Tous les moyens sont bons de toute façon pour enquiquiner nos ennemis, et ça vaut tant pour la Grande-Bretagne que pour la France. Et il faut le rappeler, c'est la grande période des corsaires, c'est-à-dire ces marins envoyés avec pour mission d'attaquer les navires ennemis. Et donc là, ce que vous nous dites sur l'identification, vous avez mis des guillemets à nationalité, de ces marins et des marchandises, c'est un enjeu énorme. On ne peut pas se permettre d'arraisonner un navire qui vient des États-Unis et de prendre la marchandise, parce que les États-Unis sont notre allié, mais il faut le faire avec des Britanniques. Et donc, toujours ce problème, vu qu'ils parlent la même langue, comment on les différencie ? Absolument. Mais donc, je vais peut-être revenir un tout petit peu en arrière pour expliquer. Alors là, il y a la marine marchande du 18e. Au 18e, il y a la marine marchande. Donc, ce sont des bâtiments avec très peu de marins, 10 marins, disons, sur un grand bâtiment, où on charge, des marchandises. Et là, on a le droit de commercer, mais ils sont pas armés. Ils n'ont pas de canon, ils n'ont pas d'armement, ils peuvent pas se défendre vraiment. Donc là, il y a une marine marchande qui circule. Les États-Unis a une des plus grandes marines marchandes de l'époque. Et là après, il y a des marines de guerre qui sont essentiellement des grands bâtiments très costauds. La guerre maritime se fait surtout avec les bâtiments avec 80 canons, 100 canons, avec vraiment comme dans les films, avec des grandes batailles, avec les lignes de bâtiments. Mais entre ces deux-là, il y a une classe de navires de guerre dans les marines, mais aussi des corsaires. Ça veut dire des navires de guerre armés, mais privés. Des navires armés par des particuliers, avec l'autorisation de leur État, de leur souverain, qui vont essayer de capturer des navires marchands. Et donc là, il y a une sorte de guerre. Alors, il y a la guerre entre marines de guerre, avec un rapport de force, mais il y a aussi une guerre de commerce, une guerre contre le commerce au 18e, qui est un élément très important de la guerre maritime. Je parlais tout à l'heure des essais de couper les métropoles des colonies, et donc c'est ces corsaires-là et les petits bâtiments des marines de guerre. Alors on parle des bâtiments avec entre 20 et 40 canons, donc sont toujours des grands vaisseaux, mais plus grands que les marines, les bâtiments de la marine marchande, mais beaucoup plus petits que ces grands vaisseaux de guerre. Et donc là, le but est de capturer la marine marchande ennemie pour harceler justement leurs colonies, leurs marchands, et aussi en même temps, à chaque fois qu'on capture un bâtiment ennemi, on liquide ce qu'on a là, soit les marchandises, soit le bâtiment, et on le reçoit en prime. Donc ça rapporte aussi beaucoup d'argent. Et ça rapporte beaucoup d'argent, et puis ça crée beaucoup de tensions. Voilà. Et c'est là où nous nous trouvons aux origines de cette quasi-guerre entre les États-Unis et la France. Pourquoi ? Les États-Unis ne sont pas contents que les corsaires français enquiquinent les navires ? Alors là, il faut rentrer dans quelque chose de très très pointu, mais très intéressant pour moi d'ailleurs. Alors la question de la neutralité. Comment est-ce qu'on décide si un bâtiment est neutre ? Alors les États-Unis a déclaré sa neutralité, et donc à ce moment-là, en principe, au 18e, l'idée est que les bâtiments neutres peuvent commercer entre États neutres et entre un État neutre et un État belligérant. Donc, en principe, un bâtiment des États-Unis, américain, disons, peut aller à la France, peut échanger des denrées, etc., et peut revenir aux États-Unis sans être harcelé par les Britanniques.
Mais, comme vous l'avez dit, il est extrêmement difficile de distinguer les Britanniques des Américains. Et donc, à ce moment-là, comment est-ce qu'on sait que ce bâtiment-là est vraiment neutre? Alors là, il y a plein de choses qui peuvent nuire à cette neutralité. Dans un premier temps, si le capitaine ou si le second est un sujet ennemi, à ce moment-là, le bâtiment n'est plus neutre. Si plus qu'un tiers de l'équipage est sujet ennemi, à ce moment-là, c'est plus neutre, le bâtiment. Et après, il y a la question de la cargaison qui est traitée un peu à part. Alors, le bâtiment peut être neutre, mais ça peut avoir des marchandises ennemies dedans. Et donc, à ce moment-là, il y a deux questions. Là, ça devient très, très pointu, mais c'est hyper intéressant. C'est une cause de guerre, justement. La première question, c'est est-ce que la neutralité du bâtiment couvre, il utilise le mot couvre, la non-neutralité de la cargaison. Ça veut dire que est-ce qu'un bâtiment neutre peut transporter des objets, des marchandises non neutres pour un Français, un marchand français aux États-Unis, un marchand français en France, sans être harcelé par les Britanniques, si c'est dans un bâtiment américain. Alors là, il y a une question de droit. Les Américains disent oui. Enfin, comme toujours, là, neutre au 18e, ils disent oui, notre neutralité couvre la marchandise. Les Britanniques disent non. Mais après, il y a la question de ce qu'on appelle la contrebande. Parce que là, il y a des denrées, il y a des marchandises qui sont pas autorisées, même pour le commerce neutre. Par exemple, les fusils, on n'a pas, ou les armements, les canons. Mais aussi, il y a des questions un peu plus pointues. Par exemple, si on a du blé, si on transporte du blé des États-Unis en France, en pleine guerre, alors, est-ce que ce blé-là est pour, je ne sais pas, pour approvisionner Limoges, ou est-ce que c'est pour l'armée française? Si c'est pour Limoges, pas de problème. Enfin, c'est commerce neutre pour, les citoyens français. Si c'est pour l'armée française, à ce moment-là, ah non. C'est contrebande, parce que là, c'est aider l'armée de l'ennemi, enfin, contrebande par rapport aux Britanniques. Alors là, ça devient très, très compliqué très vite. Et donc, et la question de base est comment est-ce qu'on va contrôler tout cela? Alors, les Britanniques disent, leur position est que on va contrôler les bâtiments en mer. On va arrêter les bâtiments et on va vérifier leurs papiers, non seulement les papiers du bâtiment, mais les papiers aussi de la cargaison. Et si la cargaison est ennemie ou soupçonnée d'être ennemie, on va le confisquer. Et si le bâtiment est ennemi, on va le confisquer aussi. Alors là, très très vite, dès le début de la guerre, il y a des tensions autour de ce qu'on appelle le droit de visite. Alors, est-ce que les Britanniques ont le droit de visiter tous les bâtiments? Et en fait, c'est essentiellement les Britanniques qui essaient de faire ça parce que c'est la France qui dépend plutôt du commerce américain, plus que les Britanniques. N'est-ce pas? Donc à ce moment-là, c'est de l'intérêt des Britanniques d'examiner de près tout ce qui est commerce américain, tandis que les Français s'en fichent un peu parce que là, ils vont bénéficier de tout cela de toute manière. Et donc là, il y a des conflits qui commencent à se nouer. Alors c'est un peu pour ça qu'ils ont décidé de signer la traité de G, pour essayer justement d'apaiser un peu ces relations qui deviennent de plus en plus tordues avec les Britanniques. Mais comme vous l'avez dit, au moment d'apaiser un peu les relations avec la Grande-Bretagne, ça incite des soupçons, ça réactive ces soupçons déjà bien enracinés du gouvernement français envers le gouvernement américain, le gouvernement des États-Unis et le commerce américain. Et donc, ils commencent à s'inquiéter justement de bonne volonté du gouvernement des États-Unis. Et c'est juste au moment justement de l'arrivée de John Adams à la présidence des États-Unis. Et puis dans cette histoire surgit du côté français un homme, pas n'importe lequel, un grand personnage de cette belle histoire avant la Révolution, pendant la Révolution, après la Révolution, Talleyrand qui s'est viré de bord. Né en 1754, mort en 1838, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord a prêté serment à la monarchie, à la Révolution, au Directoire, au Consulat, à l'Empire, de rechef à la monarchie légitime, à la monarchie de Juillet. En 1789, il était évêque, sous le Directoire, ministre, sous le Consulat et l'Empire, ministre, grand chambellan, vice-grand électeur. Sous la Restauration,
président du Conseil et chambellan. Sous Louis-Philippe, ambassadeur et ministre officieux. Il a aidé Bonaparte à renverser le Directoire et il a été en 1814 le principal artisan du renversement de Bonaparte. Il a remis Louis XVIII sur le trône et il a intrigué activement pour préparer la chute de Charles X, installer Louis-Philippe à sa place et il fut, pendant les journées de Troum de 1830, le conseiller du nouveau roi des Français. C'est Pierre Gaxotte qu'on vient d'entendre en 1950. Pierre Gaxotte, académicien, historien, bien sûr, sacré personnage en plus, avec ici l'évocation de Talleyrand qui change de veste ou de soutane ou de ce qu'il veut sans arrêt. John Adams devient président des États-Unis. Talleyrand en France est chargé de toutes ses affaires. Il y a des tensions. Tensions au milieu de l'océan. Elles ont été apaisées entre les États-Unis et la Grande-Bretagne par ce traité que nous avons déjà évoqué, ce traité de Londres, le Jay Treaty. Bon, maintenant, il faut régler un peu les tensions avec la France. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors d'abord, il y a, et c'est avant l'arrivée au pouvoir l'arrivée au ministre des Affaires étrangères de Talleyrand, il y a un décret issu de directoire, donc le gouvernement républicain mais modéré qui remplace un peu le gouvernement révolutionnaire en 95. Et donc c'est par le biais d'un nommé Merlin Douai qui prononce, qui incite le directoire à prononcer un décret qui prononce la confiscation de chaque bâtiment américain qui n'a pas ses papiers en ordre. Donc là, c'est au tout début de 97, enfin mars 97, qu'il annonce ce décret, qui est une sorte de réponse justement au traitement par les Britanniques du commerce américain. Donc ils disent, bon, finalement, après 2-3 ans d'attente, disons, bon, finalement, on va traiter les Américains comme les Britanniques les traitent, justement en vérifiant leurs papiers à chaque reprise. Mais là, Merlin Douai, qui est un peu comme Talleyrand, il est moins fin que Talleyrand, mais il est de même genre, enfin, il est quelqu'un de très fin, de très politique. Merlin Douai invente l'idée qu'on va tenir les bâtiments américains à la lettre de la traité de 78, en disant, bon, s'ils n'ont pas ce qu'on appelle un rôle d'équipage en bonne et due forme, on va les confisquer. Alors, c'est quoi un rôle d'équipage ? Alors, tout simplement, c'est une liste des membres de l'équipage visés par un officier de la marine. Et donc, dans la traité de 78, alors le but de ce document, c'est justement de vérifier qu'il n'y ait pas plus qu'un tiers de sujets ennemis dans l'équipage. Dans la traité de 78, les États-Unis ont accepté d'avoir ce document, mais pourtant, il y a un problème, parce que là, les États-Unis n'ont pas des officiers de la marine. Ça n'existe pas aux États-Unis, ça n'existait jamais. Ils n'ont jamais créé d'administration de la marine à l'échelle nationale. Alors, pendant toute cette période-là, pendant les 20 ans entre la traité et 97, ils avaient toujours des rôles d'équipage, mais qui étaient pour les Français informels, parce qu'ils n'étaient jamais visés par un officier de la marine, parce que c'était pas possible, parce que ça n'existait pas. Compliqué, hein, c'est vrai. Oui, mais Merlin Douai savait bien qu'il n'y avait pas d'officier de la marine. Alors, au moment de faire passer ce décret-là, il savait bien qu'il permettait la saisie de tous les bâtiments américains en mer. Parce que là, il savait bien qu'il n'y avait pas de rôle d'équipage en bonne et due forme. Alors, les Américains réagissent tout de suite, parce que là, il y avait, après ce décret-là, il y a des centaines de saisies partout dans l'océan Atlantique, aux Caraïbes, sur les côtes de la France, parce que là, ça autorisait les corsaires français à se servir de tous les bâtiments américains. Et là, j'ai un peu consulté les archives de la marine de cette époque-là. C'est impressionnant à tel point, ça monte si vite, hein, en pente. Et là, les Américains, c'est assez marrant en fait. On voit dans les archives américaines les bâtiments, les armateurs américains qui essaient de produire des documents qui pourraient rassembler à un rôle d'équipage en bonne et due forme. Alors, ils impriment des formulaires avec role of equipage en tête, qui est une sorte de traduction mais factice en anglais de rôle d'équipage. Mais de toute manière, alors ça produit une sorte de vague gigantesque de saisie de bâtiments américains. Et donc Merlin,
Et enfin, c'est très compliqué la politique du directoire, mais il est en confrontation avec Talleyrand, parce que Talleyrand veut plutôt la paix avec les États-Unis. Pas parce qu'il est un homme paisible, parce que lui, il est vraiment un des chefs de l'expansion française dans le monde, mais parce que justement, comme les Français d'aujourd'hui, ils pensent plutôt à l'Europe, au continent, qu'aux États-Unis, qu'aux Amériques. Alors là, il veut bien apaiser les choses outre-Atlantique, que les laisser se développer et pour se focaliser justement sur la politique sur le continent et avec leur affrontement avec la Grande-Bretagne. Alors Talleyrand, il part, je crois qu'il part de l'idée qu'on va apaiser les choses avec les États-Unis quand il arrive aux affaires étrangères. Et pourtant, c'est pas exactement ce qui se passe. Bah oui, parce que dans cette histoire-là, on l'a dit, Talleyrand, c'est un sacré roublard. Et puis, la République française du moment est une république compliquée avec plusieurs directeurs. Et Talleyrand, lui, c'est Talleyrand. Pas faire autrement. C'est quoi dans cette histoire-là, Nathan Perle-Rosenthal, l'affaire XYZ? C'est un nom de code, on se croirait dans un film d'espionnage. Ouais, mais justement, ce sont des noms de code qu'ils utilisaient dans la correspondance de fin 18e. Et en fait, l'affaire XYZ, par contre, ça c'est assez connu aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une chose qu'on enseigne à l'école, je crois. Et donc là, on arrête des gens dans la rue et je crois qu'ils peuvent dire ah oui, XYZ, ça me dit vaguement quelque chose. Alors donc là, les X, Y et Z sont les trois envoyés. Les trois diplomates qui étaient envoyés en France par John Adams pour traiter justement pour essayer de résoudre ce problème en mer avec le gouvernement français. Et donc ils sont reçus par Talleyrand, mais justement non. Alors là, Talleyrand envoie un de ces hommes d'affaires pour lui dire ah oui, on veut bien traiter avec vous, oui, ça serait super, mais il faut quand même donner peut-être des petits adoucissements pour qu'on va traiter. Et les Américains comprennent qu'ils demandent un peu des bribes, de l'argent ou corruption, pot de vin. Voilà, des pots de vin, justement. Alors franchement, est-ce que c'est exceptionnel ? Non, je crois pas. Talleyrand, c'est un monsieur qui est très connu pour sa corruption, justement. Et c'est comme ça qu'il arrive à survivre à tous les changements de politique, la fin du 18e, début du 19e, changement de régime. Il est toujours en pouvoir. Et donc pour Talleyrand, c'est business as usual, on fait l'habituel quoi. Quand il s'agit des envoyés d'une petite puissance qui est les États-Unis à ce moment-là, on va pas les traiter comme les envoyés de la Grande-Bretagne. On va demander quand même un peu pour nous-mêmes. Mais les Américains se sentent absolument offensés et ils ont l'idée justement, et ils reviennent aussi sur cette idée de l'amitié franco-américaine, la dette, le lien d'amitié entre ces deux pays, et ils disent mais c'est indigne, on va pas payer pour traiter avec la France, et donc ils envoient des lettres aux États-Unis disant bon on est traité comme tel. Et ça fait un effet, mais une réaction mais farouche dans le public américain. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a vraiment une sorte de basculement vers une francophobie, disons, aux États-Unis. Même le parti soi-disant républicain et démocrate, qui était plutôt francophile, devient se tait, en fait. Parce que là, on trouve que c'est insupportable. Ça offense un peu la dignité des États-Unis. Qu'il est difficile d'être neutre. Il est très commun aux nations neutres de souffrir des maux passagers parce qu'ils paraissent légers en comparaison des calamités de la guerre. Et elles attendent, comme nous l'avons fait, un temps où le retour de la justice puisse réparer les torts qu'elles ont soufferts. Nous nous flattons que ce temps arrivera, à l'égard de ceux que nous souffrons maintenant, de la part de la République française. Une dépêche du 7 janvier 1797 par Timothy Pickering, c'est le secrétaire d'État des États-Unis qui écrit au ministre plénipotentiaire des États-Unis auprès de la République française, qui s'appelle C.C.
Pinckney. Une lecture de Thomas Beau dans le cours de l'histoire. Thomas qui réalise l'émission Le cours de l'histoire avec aujourd'hui à la technique Olivier Arnay. Nathan Perle-Rosenthal, elle prend quelle forme cette quasi-guerre? Parce que là, on a bien compris, les tensions sont au maximum, les corsaires français prennent tous les navires des États-Unis. Que font les États-Unis pour essayer de se défendre, on va dire? Ouais. Donc, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils peuvent faire. En fait, c'est d'essayer d'armer, de bâtir une marine. Mais il faut pas se confondre avec la marine française, la marine britannique. C'est pas une vraie marine dans le sens du 18e. Parce que là, les États-Unis n'ont pas la capacité, justement, à cette époque-là, de monter une marine de guerre. C'est pas possible. Avec les grands bâtiments, mais il y a même pas les facilités portuaires pour le construire. Alors là, ce qu'ils font, c'est de construire des bâtiments de guerre, mais de petite taille, d'autoriser des corsaires américains de se saisir des bâtiments français, même s'il y en a assez peu qui sont saisis. Mais en gros, c'est d'armer des bâtiments de guerre, des bâtiments d'une marine américaine, qui soient de petite taille, enfin entre 20 et 44 canons, je crois, qui seraient suffisamment grands pour prendre des corsaires français. Alors là, une sorte de guerre de course et de guerre d'une nouvelle marine américaine, enfin nord-américaine, contre les corsaires français, et surtout dans les Caraïbes. Alors là, essentiellement, ils arment ces bâtiments-là, une dizaine à peu près de petits bâtiments de guerre. Je dis petits bâtiments de guerre, ça serait pas petit à nos yeux, mais pour l'époque, c'était des petits bâtiments de guerre. Ils financent et arment ces bâtiments et les envoient dans les Caraïbes, en fait. Parce que c'est essentiellement dans les Caraïbes qui sont pris la plupart des bâtiments américains. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, enfin, c'est essentiellement avec les colonies françaises et avec les autres colonies européennes là-bas que commercent les États-Unis. Il y a très peu de commerce outre-Atlantique à cette époque-là, parce que là, après le décret de mars 97, c'est pas la peine d'envoyer des bâtiments en France où ils seront capturés pour du coup sûr. Avec beaucoup de navires pris, alors d'un côté, de l'autre, beaucoup de morts. C'est une guerre qui est très violente, cette quasi-guerre. Alors, je dis cette guerre, mais c'est une quasi-guerre. Elle n'a pas lieu en réalité, mais elle a lieu quand même. Mais justement, il y a très peu de morts en fait. Parce que là, la guerre de course n'est pas vraiment une guerre, une vraie guerre dans notre sens de la chose. Là, en fait, le corsaire, ça se passe comme ça. Le corsaire s'approche d'un bâtiment de commerce et tire un coup de semence pour l'arrêter. Et donc, si normalement le bâtiment de commerce est obligé de s'arrêter et être inspecté par le corsaire, si il y a un combat, à ce moment-là, il y a une présomption que le bâtiment de commerce est bâtiment ennemi. Alors, si on combat, si on retourne un boulet, à ce moment-là, tout est perdu. Enfin, le bâtiment de commerce va être sûrement pris. Alors là, normalement, il n'y a pas vraiment de combat. Alors, il y en a des combats à cette époque, enfin, pendant cette quasi-guerre, entre des bâtiments de guerre de la marine américaine et les petits bâtiments de guerre de la marine française, mais assez peu, deux ou trois combats qui sont sanglants, comme les combats de la marine à cette époque-là. Mais là, il y a beaucoup de prisonniers qui sont pris, parce qu'on prit en prisonnier mais il y a pas beaucoup de morts en fait. Et donc c'est une guerre, mais et ça aussi c'est important parce que là il n'y a pas vraiment on n'a pas énormément de morts, on n'a pas beaucoup de sang qui coule, qui permet aussi peut-être d'apaiser des choses assez vite, le moment venu. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'activation, disons, de cette espèce d'hostilité, voilà, de sang. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais voilà. Non, mais c'est vrai qu'on comprend bien. Et puis, il faut rappeler que dans le contexte du moment, cette quasi-guerre, c'est que la France est en méfiance et en combat sur le continent face à d'autres puissances qui se sont coalisées. Elle prend fin quand, cette quasi-guerre? Ça dure 4 ans, on va dire, de 1796 à 1800. Pourquoi ça prend fin en 1800?
Alors, ça tient justement au développement en France et sur le continent. Alors, la grande chose qui se passe en 99, c'est l'arrivée au pouvoir d'un petit homme qu'on connaît bien, Napoléon Bonaparte, qui était déjà général de renommée sous le Directoire et qui prend le pouvoir, qui renverse le Directoire en 99. Le coup d'État du 18 Brumaire, oui. Voilà, c'est ça. Et une fois arrivé au pouvoir, pour lui, alors il a deux buts. Dans un premier temps, il veut vraiment continuer la guerre sur le continent, parce que c'est là où il a fait sa réputation en Italie, ailleurs, surtout en Italie, en Égypte un peu, même s'il a abandonné au moment de l'échec, mais bon, ça. Et donc pour lui, il s'agit de poursuivre, de terminer pour lui les guerres sur le continent. Et pour faire ça, il faut, comme l'a vu Talleyrand, il faut apaiser un peu les choses outre-Atlantique. Parce que là, la France a du mal à mener la guerre, partout en même temps. Et surtout, comme toujours, ils ont besoin un peu de l'aide, du commerce des États-Unis. Ils dépendent du commerce des États-Unis pour le blé, pour les matières premières, pour les marines, etc. Et donc, Napoléon, pour continuer la guerre, pour mieux mener la guerre sur le continent, veut bien apaiser les choses outre-Atlantique. Alors, assez vite, les pourparlers commencent avec les États-Unis. Ça prend un peu de temps. Il faut bien se remémorer qu'on est au 18e. Donc, à chaque fois qu'on envoie une lettre outre-Atlantique, ça prend 6 semaines pour l'aller, 6 semaines pour le retour. Alors, ça fait déjà 3 mois juste pour l'échange d'une lettre. Alors, ça commence assez vite après la prise de pouvoir de Napoléon, et ça se termine en gros en 1800. La traité de Mortefontaine est signée en 1801. Et donc voilà, c'est à partir de ce moment-là que ça va se terminer. Bon ça y est, la quasi-guerre est terminée, mais c'est vraiment intéressant de voir comment nos alliances si fortes entre les États-Unis et la France, parce qu'il y a eu cette participation à la guerre d'indépendance, quelques années plus tard, une grosse dizaine d'années plus tard, se transforme en une rivalité. Ce qu'on peut dire, peut-être Nathan Perle-Rosenthal, c'est que cette quasi-guerre a du bon pour les États-Unis au sens où ils se dotent d'une marine désormais. On peut dire que l'US Navy naît un petit peu à la suite de cette quasi-guerre. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, c'est déjà ça. Oui. C'est déjà une histoire. Et puis, encore une fois, on voit bien cette volonté pacificatrice dans un premier temps de Napoléon Bonaparte, avant d'autres aventures guerrières. Mais comme il a plus de marine, lui, ça se passera sur Terre. En tout cas, merci vivement à vous d'être venu dans le cours de l'histoire. The Age of Revolutions and Generations, qui l'ont faite. We Made It, ça va être traduit en français. Je vous l'ai dit avec mon accent français, c'est l'année prochaine que ça va être traduit en français. Et merci vivement à vous de nous avoir tracé cette longue histoire d'alliance, de neutralité et de tension aux origines de nos républiques. On va continuer prochain épisode dans le cours de l'histoire à réfléchir sur ces histoires de proximité et de tension aussi, avec l'entrée en guerre des États-Unis, mais lors de la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. La torpille frappe à triport, juste derrière la passerelle. Le bâtiment s'arrête immédiatement et donne une forte pente à triport, tout en s'enfonçant sérieusement de l'avant. J'aperçois à l'avant, en lettres d'or, le nom Lusitania. Le capitaine Leutnant Schwieger, commandant le sous-marin U-20 de la marine allemande, ne sait pas encore que la torpille qu'il vient de lancer va jeter les États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Prochain épisode dans le cours de l'histoire, États-Unis, Europe, Grande Guerre, sauve-moi si tu peux. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Tom Umdenstock, Maël Vincent Randonnier et Maïwen Guizou. Le cours de l'histoire est écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.